L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode 5, premier épisode de l'année 2026 de l'apport collectif. Balado aux 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apportons à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur public et municipal. Pour cet épisode, nos panélistes sont Maître Patricia Girard, assistante trésorière approvisionnement à la Ville de Saguenay, Madame Nancy Beauchemin, présidente et consultante de l'entreprise Expert Conseil Inc., et Monsieur Alain Dubé, chef de service gestion contractuelle et approvisionnement à Urgence Santé. Mesdames et messieurs, nos 3 panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Panélistes, merci de votre apport au balado et sans plus tarder, commençons notre discussion. Dans un contexte de contraintes budgétaires, de rareté des ressources et de complexité croissante des marchés, les regroupements d'achats s'imposent comme une solution incontournable pour maximiser les économies, renforcer le pouvoir de négociation et réduire la duplication des efforts. Un regroupement d'achats permet des économies importantes relatives à l'administration, la conception, la rédaction et la publication des appels d'offres, l'analyse des soumissions et l'adjudication des contrats. Les participants n'ayant pas un pouvoir d'achat bénéficieront de meilleurs prix et n'auront pas à se soucier du processus d'appel d'offres. Mais au-delà de leur utilité évidente, comment ces regroupements peuvent-ils évoluer vers un modèle plus sophistiqué? Panélistes exploreront en profondeur les enjeux, les bénéfices et les impacts des regroupements d'achat, mais au-delà de leur utilité évidente, j'aimerais que l'on aborde aussi comment peuvent évoluer les regroupements d'achat vers un modèle plus stratégique, plus agile et performant. Comme introduction, est-ce que quelqu'un pourrait débuter la discussion en nous expliquant les étapes clés d'un point de vue participant en regroupement d'achat? J'aimerais vous entendre entre autres sur les entités impliquées à établir ces regroupements d'achat, les enjeux, les bénéfices réels et les limites actuelles. Pourquoi les regroupements d'achat sont-ils devenus pratiquement incontournables aujourd'hui? Ben, je peux me lancer en premier si tu veux, Patrick. Faut pas oublier, c'est un regroupement d'achat, c'est majoritairement plusieurs organisations qui décident qui ont des besoins en commun et qui décident de partager de regrouper ces besoins-là et d'aller en appel d'offres ou en recherche de prix, peu importe la façon qu'on va le faire, de façon justement à obtenir des meilleurs prix. De la base, c'est quand même de faire des économies ou d'être plus efficace de la façon qu'on le fait initialement. Le but du regroupement, c'est vraiment une question de pouvoir accru d'achat. Donc, si tu te regroupes ensemble, tu es tout seul, tu es un petit, tu te regroupes ensemble, ben la probabilité, si tu as plus de pouvoir d'achat, ben potentiellement, tu vas avoir un prix plus concurrentiel, puis tu vas peut-être avoir une logistique simplifiée dans ce que tu vas faire, parce que ça va être plus facile, tu vas pouvoir avoir un contrat, tu vas t'assurer d'avoir un bon contrat, parce que des experts qui vont faire le contrat pour toi. Le regroupement d'achat, c'est quand même des experts en gestion contractuelle. Tu as aussi une professionnalisation du processus. Ton processus va devenir plus professionnel parce que dans des petites municipalités, exemple, ben moi j'ai vu que les petites municipalités, tu avais des gens qui faisaient tout. Qui faisaient presque le ménage en passant par la trésorerie, en passant partout, ils faisaient tout. Donc, tu n'as pas cette connaissance-là nécessairement. Le regroupement d'achat, justement, t'amène à pouvoir avoir une veille, une stratégie d'appel du marché que tu ne pourrais pas faire nécessairement. Puis même dans des plus petites organisations comme la mienne en tant que telle, ben c'est le fait d'utiliser un regroupement d'achat me permet justement peut-être d'avoir une meilleure veille du marché que je n'ai pas le temps de faire parce que je ne suis pas une grosse équipe en tant que telle.
Puis, on a aussi le côté de conformité. Donc, en ayant un meilleur devis, en étant plus conforme, on fait ça sur SAO, on fait un suivi, une reddition de compte. Ça te sauve cet ouvrage-là parce que la reddition de compte est faite par le regroupement d'achat et non par toi-même en tant que tel. Donc, ça te permet de te libérer du temps de ce côté-là aussi. Donc, il y a des gains à faire du regroupement d'achat, autant des gains monétaires que des gains d'optimisation de ce que tu fais en tant que tel. Il y a des désavantages aussi un peu. Faut pas oublier, tu peux avoir des lenteurs. Un regroupement peut générer certaines lenteurs, mais le but, c'est d'améliorer, d'aller vers l'amélioration tout le temps. Il faut voir ce que tu peux faire, il faut voir comment tu peux le faire. Le danger d'avoir de trop gros appels d'offres peut faire qu'on pourra en parler plus tard, mais il y a des désavantages aussi de ce côté-là. Donc, ça donne un peu, je pense, la photo initialement de qu'est-ce qu'un regroupement d'achat. Puis, je pense que Nancy voulait faire un petit peu d'historique des regroupements au Québec, là. Donc, je la laisse aller. Donc, merci Alain de me passer la balle. Donc, pour contextualiser un petit peu les regroupements d'achat au niveau du secteur de la santé, historiquement, je parle il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, il y avait il y avait une dizaine de regroupements d'achat, donc je crois 13 à peu près. Puis, il y a eu une fusion des regroupements d'achat, donc on a fusionné à 4 regroupements d'achat. Qui concernait un peu 4 secteurs au niveau de la province. Et ça a fusionné à un seul regroupement d'achat qui est le Centre d'acquisition gouvernementale ou communément appelé le CAG. Donc, au niveau du municipal, je vais laisser Patricia là, poursuivre avec la contextualisation là, des regroupements d'achat. Merci, Nancy. Donc, effectivement, dans le monde municipal, il y a plusieurs possibilités au niveau des regroupements d'achat. Comme Nancy, là, tu l'as dit, le centre d'acquisition gouvernementale qui est accessible aux municipalités pour lequel là, il y a plusieurs acquisitions qui sont très, très intéressantes. Il y a également l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, qui a un centre ou un service ou un département là, qui s'occupe de gérer des regroupements d'achat, de faire des regroupements d'achat pour les villes. Ces regroupements d'achat-là sont hyper intéressants parce qu'ils portent sur des produits qui sont stratégiques pour les municipalités. Donc, c'est des regroupements que je vous suggère fortement d'aller consulter. Là, il y a certainement des choses qui pourraient vous intéresser. Et au-delà des regroupements plus organisés comme ceux-là, il y a l'article 572.1 de la loi sur les cités et villes qui sera bientôt annulé et refondu dans la loi sur les contrats des organismes municipaux. Vous irez voir la nouvelle disposition qui prévoit qu'une municipalité peut s'unir de gré à gré avec un organisme public, à une personne ou un organisme, que la loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, etc. Donc, il y a une panoplie de gens à qui une municipalité peut s'unir à titre gratuit pour regrouper ses besoins et aller en appel d'offres. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs regroupements spontanés de villes ou d'organismes qui se fait au Québec. D'ailleurs, il y a la mairesse de Longueuil et le maire de Laval qui ont annoncé dans les derniers mois qu'ils allaient unir leurs forces pour leurs appels d'offres à venir. Fait que ça, c'est un bon exemple. Mais c'est plus proche de chez nous. Nous, à Saguenay, on s'occupe des appels d'offres des organismes qui sont dans notre périmètre comptable. Dans notre cas, exemple, notre organisme de développement économique ou notre société de transport pour lequel, eux, ils n'ont pas de département d'approvisionnement. Donc, il y a une mutualisation des services qui se fait là. Et sinon, je sais qu'il y a d'autres regroupements qui sont faits par d'autres villes. Dans notre cas aussi, on se regroupe avec nos autoproducteurs d'électricité au Québec. Là, il y a quelques villes qui produisent de l'électricité. Donc, pour certains besoins récurrents, là, c'est intéressant de regrouper ces besoins-là. C'est que ça fait un petit peu le portrait là, de ce qui se passe au Québec. Quand un regroupement est formé, l'union fait la force. On se met ensemble, on a des gros volumes. Mais ça, on espère qu'il y ait des économies qui vont venir avec ça. Donc, est-ce que les économies sont toujours au rendez-vous? Ou il y a aussi d'autres avantages de se regrouper? On l'a dit. Vas-y, Patricia. Écoute, il y a certainement d'autres avantages. Effectivement,
il y a, on augmente les volumes d'achat. Donc, nécessairement, la majorité du temps, ça permet de donner un levier de négociation aux organismes qui sont dans le regroupement. Ça permet de négocier des prix plus bas auprès des fournisseurs, de réduire des coûts, puis d'obtenir des rabais de volume. Mais je vous dirais que en sus de l'économie monétaire, il y a beaucoup d'autres avantages de faire partie d'un regroupement d'achat. Si on parle d'optimisation des ressources de chacune des organisations membres, ben on passe moins de temps puis moins d'efforts consacrés à la gestion des appels d'offres individuels. On mutualise des compétences. Puis là, je parle pas juste de l'acheteur qui fait l'acquisition, mais nos compétences juridiques, nos techniciens, la logistique. Les regroupements d'achat vont aussi permettre l'accès à une expertise spécialisée. Tout à l'heure, je vous parlais que c'est nous, on mutualise nos actions avec la Société de transport du Saguenay, notre organisme de développement économique. Ben, c'est des organisations qui n'ont pas de développement, n'ont pas de service d'approvisionnement à l'interne, donc bénéficient de notre expertise, bénéficient de nos services, puis même ont accès à nos services à l'intérieur pour les aider à développer leur devis technique, donc pour vraiment établir leurs besoins en tant que tels. Tantôt, je vous parlais qu'on augmentait le pouvoir d'achat, donc on augmentait les rabais de volume, mais ça a un impact aussi direct sur les conditions avantageuses qu'on va recevoir, les délais, les garanties, le service on va avoir également. Dans certains cas, ça peut même nous permettre d'avoir accès à certains fournisseurs qui ne traiteraient pas avec des petits acheteurs. Là, peut-être que je me permettrai un petit aparté sur un exemple qui est très, très concret, là, qui est très récent. En fait, depuis la pandémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un autoproducteur d'électricité à Saguenay. On a un service qui s'appelle Hydro-Jonquière. Et depuis la pandémie, on a un problème phénoménal à obtenir tout ce qui est approvisionnement en biens pour cette production d'électricité-là. Un exemple flagrant, l'acquisition de nos transformateurs qui est faite en acier électrique, qui est faite en cuivre, de l'huile. Fait que toute la recette est là pour avoir une pénurie sur le marché depuis la pandémie. Fait que, oui, il y a une pénurie, fait qu'on a eu une diminution significative de la concurrence. Quand on réussit à avoir une soumission, et ce n'est pas gagné, elle peut être 200, 300, 400% plus chère que ce qui était le cas avant la pandémie. Et le problème le plus récent, c'était que vu la transition énergétique qui s'amorce dans le monde, on n'était juste même plus capable d'avoir de soumission pour ces transformateurs-là. Vous pouvez voir que un service de production d'électricité sans transformateur, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un achat hyper stratégique. Cette problématique-là, elle était vécue par tous les autres producteurs d'électricité dans le monde municipal. Donc, ici, on a Hydro-Sherbrooke, Hydro-Joliette, Hydro-Bécomo, Hydro-Magog. C'est plusieurs autres organisations qui avaient le même problème. Et le problème, c'est pas tant d'avoir un prix plus bas que à tout le moins, être capable de sécuriser un approvisionnement. Fait que dans ce cas-ci, c'est Hydro-Sherbrooke ou la ville de Sherbrooke qui a pris le relais pour monter cet appel d'offres-là. Il nous a sécurisé un approvisionnement sur 10 ans de transformateurs par une compagnie hyper bien renommée. Donc, on était vraiment contents. Puis, comme je vous dis, la problématique ici n'était pas tant de sécuriser une économie que de sécuriser une transaction qui est un achat hyper stratégique pour nos vies. Fait que, avoir un volume vous a permis justement de dire à la compagnie, on est sérieux dans ce qu'on veut faire, puis tu travailleras pas, je t'achèterai pas un transformateur dans l'année. Ben oui. Je vais t'acheter plusieurs de volumes, donc il peut te mettre du stock juste réservé pour vous autres, au lieu que vos gros compétiteurs à camion gris et bleu du Québec vous volent tout l'équipement qu'ils ont besoin eux autres. Ben c'est exactement ça, Alain. En fait, on parle souvent de compétition entre les vendeurs, mais la compétition entre acheteurs dans un marché où notre pouvoir d'achat est très, très bas, ben, est réelle. Là. On n'a pas les moyens, nous, Hydro-Jonquière, de compétitionner l'approvisionnement que fait Hydro-Québec dans ce cas-ci. Fait que, ils sont très indépendants. Hydro-Québec n'ont pas besoin de nous, on se comprendra bien, là. Fait qu'au moins, en sécurisant tous les achats municipaux dans un même appel d'offres,
de le faire sur un très long terme, prévoir tout ce qui était contractuellement possible là, pour devenir attractif pour ces fournisseurs-là, mais de remplir le besoin de base, c'est-à-dire de sécuriser la transaction. On a été capable d'avoir des fournisseurs qui étaient intéressés. Fait que, au-delà du prix d'achat, mon cher Patrick, il y a plusieurs autres éléments pour lesquels les regroupements d'achat sont bénéfiques. Pour le réseau de la santé, Nancy, je sais que tu es très présente dans le réseau de Ben, la santé. Qu'est-ce que tu vois là? Au niveau de la santé, les regroupements d'achat, c'est au niveau de la standardisation des produits. Donc, d'arriver à, chaque établissement doit se re-questionner sur son catalogue de produits et le catalogue qui est fourni par le regroupement d'achat. Donc, arriver à se questionner sur chacun des produits, sur l'utilisation des produits pour arriver à harmoniser aussi. C'est un moment pour se questionner sur l'harmonisation des pratiques médicales. Donc, beaucoup de gains à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a des études là, qui ont été réalisées puis qui démontrent qu'il y a plus de 50% des économies qui sont réalisées par une meilleure utilisation, soit aussi par la standardisation des produits, là. Puis là, tu dis dans la standardisation, mais c'est sûr que tu sais, un regroupement d'achat, quand c'est lancé, tu es le participant, tu dois accepter l'adjudication du produit ou du fournisseur. Tu sais. Tu dois être solidaire à ça. Tu peux pas dire non, je veux rien savoir de ce produit-là. Tu as mandaté, tu acceptes le résultat de l'appel d'offres. Tu dois quand même prendre le temps de divulguer ton besoin correctement parce que tu peux pas nécessairement. Moi, je suis dans un domaine, on est des mini-salles d'opération sur 6 roues. Donc, quand je vais voir un patient sur l'autoroute métropolitaine à -30, j'ai pas nécessairement le même besoin qu'un docteur va avoir besoin dans un bloc opératoire stérile à température contrôlée. Donc, il faut prendre le temps justement de dire au regroupement d'achat c'est quoi mon besoin. C'est là que justement que le regroupement doit quand même aussi, vu qu'il te représente, doit prendre le temps de donner une certaine flexibilité dans ton besoin et respecter ton besoin. Il y a l'autre extrême, là, tout le monde qui veut pas la même chose, qui veut leur petite chose à eux autres. Il y a deux extrêmes, mais tu peux pas fermer les deux yeux et disant tu vas prendre ce produit-là, ça va très bien dans un hôpital. Je suis pas dans un hôpital. Il y a 34 compagnies ambulancières au Québec. On n'est pas dans des hôpitaux. Donc, il y a des choses différentes qu'on doit aussi considérer dans les regroupements d'achat. C'est là qu'une certaine flexibilité doit exister. Si tu veux que ton regroupement fonctionne parfaitement, tu dois accepter cette flexibilité-là. Si tu n'acceptes pas cette flexibilité-là, ben ça te donne rien nécessairement de te regrouper. Là. Les gens se regrouperont pas nécessairement. Puis les gains, comme on disait tantôt avec Patricia, les gains en efficacité, les gains en ayant plusieurs membres, les gains en réduction des coûts administratifs ne seront pas là. Tout le monde va partir de leur seul côté. Alain, c'est excellent ce que tu dis, Alain, parce que comment concilier les besoins variés des participants? Moi, je suis à l'Université McGill, je veux un type de produit avec ses specs, mais il y a un autre type de spec, mais comment qu'un regroupement peut dire, OK, là, il y a trop de monde, là, mais il faut que je concilie tout ça, là. C'est quoi l'approche? La question, je pense que les gens des regroupements d'achat doivent se poser, est-ce que c'est un caprice? Ou c'est un besoin? Donc, ça devient au donneur d'ouvrage ou au mandataire, tout simplement, de justifier que c'est un vrai besoin et non un caprice. Donc, s'il n'est pas capable de faire la preuve qu'une compresse 2x2 stérile, exemple, j'ai besoin d'une compresse spéciale pour moi, peut-être pour un grand brûlé, ça prend une compresse spéciale. Mais pour quelqu'un qui arrive à l'urgence, il faut mettre une compresse. Une compresse normale va faire l'ouvrage. Les besoins peuvent être totalement différents. Même dans une ambulance, on s'entend qu'une compresse 2x2 stérile, c'est une compresse 2x2 stérile. Je ne commencerai pas à m'assiner pour la couleur du paquet ou quoi que ce soit. Mais il y a certaines choses qui ont l'air aussi niaiseuses que du ruban adhésif. À -30, un ruban, ça ne colle pas tout le temps. Donc, c'est juste le temps que tu dois prendre le temps d'expliquer c'est quoi ton besoin. De base, là, le regroupement d'achat est super bon. J'ai aucun problème, je dirais pas rien. Mais les besoins de tous et chacun, il y a certaines fois que c'est des caprices, puis il y a d'autres fois, c'est des vrais besoins. Donc, tu dois prendre le temps, et le regroupement d'achat doit prendre le temps de t'écouter, savoir si ton besoin, c'est un caprice ou pas un caprice. Et pas juste te renvoyer du revers de la main, tout simplement, en disant que tu vas prendre la même chose que tout le monde. Puis le principe aussi, le principe, Alain, toute la gamme. Le principe qu'un participant, pas qu'il parle fort, c'est lui qui va dicter ce qui va être mis dans le devis. Est-ce que c'est vrai, ça, ou non, c'est un mythe?
partiellement vrai. Partiellement vrai. C'est au mandataire à s'assurer que non, tu sais, puis c'est à s'assurer qu'il a impliqué tous les membres du regroupement dans la définition des besoins et des critères, puis qu'ils ont eu l'occasion de se faire entendre. Quand tu es la ville de Montréal, il y a peut-être plus de chances que tu te fasses entendre que quand tu es sauto-mouton. Nancy, réseau de la santé? Ben, en fait, la clé réside dans les participants au comité expert. Donc, c'est d'arriver à concevoir un comité qui représente les besoins de tous. Donc, autant d'un centre qui est super spécialisé que d'un centre qui l'est moins, là. Donc, qui représente les besoins de chacun, là, puis que chacun puisse faire entendre sa voix ou son besoin, et puis c'est aussi comment on va l'exprimer, le besoin, dans l'appel d'offres, là. Donc, dans le descriptif aussi, puis dans la fiche technique de chacun des produits, là. Donc, la clé est à ce niveau-là, là. Une fois qu'on a défini les besoins, tu sais, j'irais même plus loin que ça. Hein, une fois qu'on a dit qu'effectivement, j'avais 2 organisations qui avaient 2 besoins distincts là, ou complémentaires, tu sais, qui peuvent faire l'objet du même appel d'offres, ben, pourquoi pas créer des lots distincts pour des appels d'offres qui vont répondre à certaines spécificités. Tu sais, tu parlais de grandeur de compresse tantôt, Alain, si le besoin est réel, tu sais, il peut prévoir des tailles différentes, des options différentes, services différents. 100%. Et qui permettra ensuite de faire des choix qui sont plus modulaires pour chaque membre afin qu'il puisse sélectionner ce qui lui convient. Mais là, juste un petit bémol sur ce que je vous dis. Faut pas que ça en vienne à créer plusieurs appels d'offres complètement distincts dans un seul cadre contractuel, qu'on perde le bénéfice du volume. Hein. Tu sais, si on multiplie les lieux de livraison, si on multiplie des clauses contractuelles distinctes pour chacun des membres, si on multiplie des besoins à n'en plus finir qui sont différents pour chacune des organisations, ben on perd nécessairement là, le bénéfice qu'on va aller chercher avec notre économie d'échelle. Les fournisseurs vont le traiter comme des actions distinctes. Panélistes, les regroupements favorisent-ils l'innovation ou ont-ils tendance à la freiner? Je pense qu'il faut faire attention de ce qu'on recherche comme innovation. Qu'est-ce qu'on détermine comme innovation en tant que tel? C'est sûr que le regroupement d'achat par défaut va essayer de standardiser. En standardisant, potentiellement, tu vas mettre certaines structures, certaines barrières. L'innovation, habituellement, va venir d'une flexibilité au fournisseur de te proposer une solution. OK? Si tu lui dictes déjà ta solution en tant que telle parce que tu essaies de fitter une solution multipurpose qui va faire à tout le monde vraiment, ben peut-être que oui, tu mets une barrière à l'innovation. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'innovation dans plusieurs organismes parce que l'innovation, souvent, c'est très précis, c'est très ponctuel. On sait tous que la façon de faire de l'innovation, c'est de la recherche, souvent. Donc, quand tu fais cette innovation-là, initialement, c'est plus facile pour faire de l'innovation dans un organisme en particulier, puis d'étendre ce besoin-là à d'autres organismes d'aller chercher. Les compagnies aussi ont un problème, faut pas t'oublier. Hein? Quand tu fais de l'innovation, du développement, tu investis de l'argent. Quand tu investis de l'argent pour te faire dire après, en passant, on a fait un beau travail, on a innové, mais je vais aller voir s'il y a d'autres personnes qui font l'ouvrage. Ben, les compagnies sont peut-être pas nécessairement, c'est une barrière à l'innovation que tu peux avoir là. Quand on parle d'innovation dans la façon de travailler, tester des nouvelles façons d'acheter, regarder des nouveaux critères, regarder des nouvelles façons de fonctionner. Je pense pas que le regroupement d'achat sur cette base-là va nuire à l'innovation de gestion contractuelle en tant que telle. Ce qui va ralentir la gestion contractuelle, c'est la loi. Donc, tu peux pas nécessairement... En 2008, quand la loi a commencé, ils ont déjà changé beaucoup de choses dans les dernières années. On n'avait pas certaine flexibilité qu'on a aujourd'hui. Mais souvent, de la grande innovation, c'est sûr et certain que le regroupement d'achat, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire de l'innovation, vraiment.
Tes cahiers de charges sont assez barrés. La seule façon, habituellement, c'est vraiment de dire à ton fournisseur, mon besoin est ceci, comment tu vas y arriver? Puis à partir de là, ben, un va y aller avec un roulis roulant, l'autre va y aller avec une bicyclette, puis un va y aller avec un jet. Donc, c'est peut-être 12 façons différentes que tu vas avoir de rencontrer le même besoin, le même objectif. Mon objectif, c'est d'aller à Chicoutimi. Oh, pardon, Saguenay. Mon objectif, c'est d'aller à Saguenay. Donc, comment qu'on sera à Saguenay, peu importe si c'est de l'innovation, je laisse mon fournisseur choisir le bien. La plupart des appels d'offres, des regroupements d'achat, je vais te dire que tu dois passer par Trois-Rivières, Latuc, Chambord. Tu sais, tu as ce côté-là qui est pas là. Est-ce qu'on peut y aller? Probablement que oui. Est-ce qu'on est là aujourd'hui? Non. Je ne crois pas que le regroupement d'achat est prêt à l'innovation présentement. Il est géré par des lois, il est géré par des grosses structures. C'est pas nécessairement des domaines faciles à sortir de cette structure-là et de pouvoir innover. Mais tu as raison dans le sens recherche et développement, Alain, l'innovation, c'est peut-être plus complexe à matérialiser en recherche et développement. C'est vrai que les regroupements d'achat historiquement ont plus tendance à favoriser une standardisation excessive, là, comme tu l'as dit tantôt, que c'est des procédures plus lourdes, que souvent ça donne priorité au prix, hein, ce qu'on vient rechercher, c'est une économie d'échelle. Mais moi, j'ose croire que les regroupements d'achat pourraient servir à favoriser de l'innovation avec ce pouvoir de négociation accru-là. Donc, ce qu'on irait chercher, c'est pas une économie d'échelle, mais en même temps, par la bande, je crois qu'il l'aurait, là. Mais je pense que de mettre en commun les têtes, là, de mettre en commun l'expertise de chacune des organisations, l'expérience de chacune des organisations, les problématiques, de venir réfléchir en groupe à des solutions qui seraient innovantes, qui changeraient le marché. Ben, puis on l'a dit tantôt, hein, ça nous donne accès à un nouveau bassin de fournisseurs qui peut-être avant étaient peut-être pas intéressés, puis dans lequel peut-être que ça nous permet de mettre des critères technologiques qui sont plus avancés, qui nous permettent de venir axer sur des normes de développement durable, social, qu'on n'a jamais pu demander avant parce qu'on n'avait pas ce pouvoir d'achat-là. Tu l'as dit tantôt, favoriser le partage puis l'adoption de meilleures pratiques. Ça pourrait juste par là, juste par la gestion contractuelle, je pense que l'innovation, on serait capable de l'intégrer. Mais tu sais, c'est sûr que à la base, dans le modèle actuel que l'on connaît, le regroupement d'achat, c'est pas l'outil qui nous sert à aller chercher de l'innovation. Mais je pense que si c'est bien structuré, bien géré, on est capable quand même de tirer notre épingle du jeu là, puis d'aller chercher ce petit niveau d'innovation de plus là par le regroupement d'achat. Je pense qu'il faut y aller. Tu as parfaitement raison. Je pense que quelque part, on ne peut pas acheter de la même façon qu'on achetait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il faut trouver une façon d'innover, il faut trouver une façon d'améliorer nos façons de faire. Puis justement, en partageant de tous nos têtes ensemble, puis en ayant une écoute, il y a moyen de faire quelque chose. On s'en va dans la bonne direction, je pense, parce que je suis un des vieux de la vieille. Là. Autour de l'écran, présentement, je suis pas mal plus âgé. Mais donc, je suis plus âgé. Donc, mais à partir de là, on s'en va vraiment dans cette direction-là. C'est vraiment, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers l'innovation. On peut pas rester à la même chose qu'on était il y a 30 ans. Là. Le plus bas prix, c'était une façon de faire, mais le plus bas prix, ça ne te donne pas nécessairement le meilleur prix. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention de ce côté-là. Je pense que c'est un élément important, Alain, le cadre réglementaire puis les balises que le cadre nous donne pour octroyer un contrat. Est-ce que c'est optimal pour l'innovation? Je pense qu'il y a place à l'innovation. 100% d'accord. À ce niveau-là. Là. Donc, un ne va pas sans l'autre. Là. 100% d'accord avec toi que faut innover dans la réglementation pour pouvoir innover dans l'acquisition. Tu sais, je me souviens qu'il y a des municipalités qui se sont mis en commun pour faire développer un logiciel par lequel ils se sont attribués la propriété du logiciel, qu'ils l'ont exploité en commun au fil du temps. Si ça, c'était pas innovant à l'époque où ils l'ont fait, je sais pas ce qu'il était. Mais je pense qu'il y a plein de méthodologies comme celle-là, sans faire la recherche et le développement, là,
le portrait que tu parlais tantôt, Alain, ça, je pense qu'effectivement, ça pourrait être plus complexe, puis après ça, tu relancer l'appel d'offres, puis ça, je pense, mais des nouvelles stratégies d'acquisition innovantes, faire appel au marché pour devenir, tu sais, on est plus attrayant, on leur demande de nous développer des nouvelles solutions personnalisées au regroupement. Puis d'ailleurs, une autre acquisition là, on a regroupé 7 municipalités producteurs d'électricité. Là, on vient de terminer la mise en commun pour un appel d'offres, pour un portail de facturation logiciel MDS. Fait que, c'est quand même des logiciels qui sont complexes à développer pour une seule municipalité, qui coûtent très cher, qui sont des obligations réglementaires. Fait que la mise en commun de nos compétences, de nos ressources, nous permet d'aller chercher un petit plus là, sur ces logiciels. De partager les coûts, de faire des économies par défaut, parce que tu partages les coûts. Mais oui, on divise par 7 quand même. Là. Mm-hmm. Ça devient intéressant. Puis il faudrait que. Oui, l'achat de biens en tant que tel, on va tout payer notre acquisition de biens. Mais quand on parle de développement, c'est vraiment je divise par 7, là. On établit toute notre fiche de besoins ensemble. On part tout avec la même recette. Puis il l'aurait développé pour un, ça aurait coûté à presque le même prix, là, ne serait-ce que les petites rencontres ici et là, ça aurait presque coûté le même prix pour un seul développement. Fait que là, on a vraiment fait une division par 7, puis on a rendu cette acquisition-là accessible pour des beaucoup plus petites municipalités. Dans ce cas-ci, le dossier a été piloté par mon équipe ici. Puis, il y a des petites municipalités qui n'auraient pas été capables de se payer ce contrat-là là, à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est là que le regroupement et l'innovation n'est pas nécessairement incompatible. Le panéliste, on s'entend, les regroupements d'achat, c'est essentiel. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des irritants. J'aime ça que là qu'on aborde certaines de vos expériences professionnelles passées. Regroupement d'achat, il y a des irritants. Qu'est-ce qui vous tracasse dans les regroupements d'achat? En fait, si je peux me lancer, là, je pense que le principal défi est au niveau de l'arrimage des bases de données. Tout ce qui est la gestion de la base de données, autant la base de données du côté des établissements qui veulent participer que la base de données au niveau du regroupement d'achat. Je mentionnais d'abord qu'il y avait eu des fusions au niveau des regroupements d'achat au niveau du secteur de la santé. Bien, quand on parle de fusion, on parle de fusion de bases de données, on parle de ménage de bases de données, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons, par exemple, de produits. Donc, ça reste un défi du côté des regroupements d'achat, mais les établissements ont subi aussi des fusions d'établissements. Donc, eux-mêmes ont dû travailler sur la gestion de leur base de données, éliminer les doublons. Donc, arriver à avoir un référentiel, donc une clé unique qui unit autant la base de données du regroupement d'achat que le produit, le SKU qu'on pourrait parler là, du côté des établissements. Ça, c'est le défi numéro 1, je vous dirais, de tous les établissements. Le nombre d'heures qui est passé dans chacun des établissements pour arriver à arrimer cette information-là, c'est colossal. Et actuellement, il n'y a pas d'outils qui existent pour faire cet arrimage-là de façon automatique. Et on peut rêver là, dans le futur, tu sais, ce qui est souhaité, c'est d'avoir une seule base de données pour l'ensemble de la province. Donc, c'est sûr que au terme de ce beau rêve, il n'y aura plus cet exercice-là à faire d'arrimage et beaucoup d'heures seront économisées, puis il y aura un défi de moins. Mais je vous dirais que ce référentiel-là unique qui unit les deux bases de données, là, c'est vraiment le défi numéro 1 là, qui au niveau des... Le défi n'est pas impensable, hein, parce qu'au Québec, il y avait gigantesque quand même. établissements de la santé. Dans le temps, il y avait 133 établissements de santé au Québec. On a baissé ça à 34. Donc, on a regroupé de 133 bases de données à 34 bases de données.
Le prochain coup de barre qu'il a donné, c'est 34-1. Donc, le défi n'est pas impossible. Non, mais actuellement, on le vit pareil, Alain. Dans les bases de données, des doublons, triplons, quadruplons aussi. Là, donc, c'est d'arriver à actuellement, là, c'est le défi. Là. Mais oui, dans le futur, c'est d'arriver à avoir une seule base de données propre. Mais pour avoir une base de données propre, il faut avoir une équipe de gestion de base de données, une expertise de cette base de données-là. Parce qu'après, il faut faire vivre la base de données, puis il faut arriver c'est ça, à créer des produits sans que ça crée des doublons. Là. Mm-hmm. Donc, un gars qui a vécu, la base de données est vraiment un défi en soi. Là. C'est sûr et certain. Mais quand on parle de regroupement d'achat, tu peux avoir d'autres irritants aussi en tant que tel. Mm-hmm. On parle de base de données, on parle de standardisation. Oui. Est-ce que la standardisation devient une camisole de force ou devient une option en tant que telle qui va te permettre d'améliorer ce que tu fais? Si tu standardises tellement au point que tu as une camisole de force, ben tu gagneras pas grand-chose non plus. Là. Puis c'est ce qu'on parlait un peu tantôt en disant que ça prend quand même une certaine souplesse dans les choix des besoins, sans que ça devienne des caprices. Mais ça devient quand même, il doit exister quand même la standardisation est une solution, mais c'est pas la solution quelque part. Là. Parce que tu as toujours un problème que tu vas avoir. Oui, c'est facile pour un entrepôt d'avoir une chose, mais quand tu es rendu sur le terrain, c'est peut-être toxique. Donc, il faut que ça vise à la qualité puis à l'adéquation avec les besoins réels que les membres vont avoir, en fait. Parce que si ton produit ne rencontre pas le besoin réel, comme on parlait l'autre journée dans une rencontre, ça va finir à poubelle tout simplement parce que les gens ne l'utiliseront pas, ils s'en serviront pas. Ils vont dire, c'est ça qu'ils me donnent, c'est ça que je vais prendre, mais c'est pas bon. Donc, ils vont l'utiliser partiellement, le mettre à poubelle, donc tu vas avoir des pertes aussi. Donc, ça prend une bonne analyse des besoins de ce contrôle-là. Faut que le cadre soit clair, faut que les contrôles de la qualité soient là pour pouvoir le faire. Puis tout ça, je vais revenir à ce que Nancy disait, tout ça, ça part d'une bonne base de données initialement pour connaître tes vrais besoins et les vraies choses. Puis quand tu fais un appel d'offres, puis tu as des établissements, moins aujourd'hui, mais qui met un communauté en espérant juste pour connaître les prix, ben c'est pas un regroupement d'achat. Là. Quelque part, il faut aussi tu décides de dire, j'embarque dans le regroupement, je vais donner mes vrais besoins, mes vraies choses en tant que telles. Sinon, tu vas arriver nulle part. Là. La rigidité des catalogues, c'est pas extraordinaire, mais c'est un certain bien nécessaire aussi. Là. Donc, c'est vraiment là que tu dois le regarder. Puis, je pense que c'est le balancier qu'on jasait. Très standardisé à pas standardisé partout. Ouais. Le regroupement d'achat va être parfait la journée qu'on va pouvoir tomber dans le milieu du balancier puis s'en servir de façon correcte. C'est que oui, il y a une standardisation, mais selon le type de besoin, ben tu vas pouvoir jouer avec ton balancier un petit peu. Ça devient pas des œillères de chaque côté puis dire c'est ça le produit que tu vas vivre avec. C'est juste un milieu à atteindre. Oui. Tu sais là, tu vas mais par contre, il faut pas arriver avec un catalogue qui représente que très partiellement le besoin des établissements parce que chaque établissement devra repartir lui-même en appel d'offres avec les produits orphelins, donc les produits qui n'auront pas été négociés en achat commun pour le même thème de produits. Donc, là, l'organisation vient de se cannibaliser elle-même. Elle-même a perdu son pouvoir d'achat en donnant au regroupement, puis fait monter ses prix. Exact. Effectivement. Fait que standardisation excessive, effectivement, Alain. Gestion différente des contrats, on n'a pas tous le même cadre normatif, on n'est pas tous rendus au même niveau. On parlait tantôt en termes d'innovation, en termes de développement durable. Ouais. Fait que ça, le cadre contractuel, c'est un peu une perte d'autonomie aussi que vont vivre les organismes qui vont adhérer à un regroupement d'achat. On va avoir. Donc, tu peux gagner pareil, hein, Patricia, vu que tu es
peut-être pas rendu là en tant que tel. Tu vas faire affaire avec quelqu'un qui est rendu là, justement. Subitement, tu vas cliquer des doigts, tu vas devenir meilleur juste en t'associant à un regroupement d'achat. Tu vas apprendre vite. Tu as raison. Tu as raison, effectivement. Ça pourrait te donner accès à cette expertise-là. Fait que voyons-le d'un côté comme de l'autre, là, soit en avantage ou en négatif. Mais ça, un désavantage certain, Alain, tu ne pourras pas me contredire, c'est qu'on va avoir... On va trouver une façon de le faire, si je vais regarder. On va avoir moins de proximité quand même avec les fournisseurs. Là. Fait que les relations directes vont être plus limitées. Il va y avoir une réduction sur les ajustements et le service personnalisé qui va être possible. On fait partie d'un gros regroupement d'achat. Fait que, le risque qu'on exclut nos PME est réel aussi, là. Fait que ça, c'est nécessairement, à mon sens, moi, j'ai un développement local qui est hyper important. Je suis située dans une région qui n'est pas desservie par Québec, par Montréal, par les grands centres. Là, faut qu'on soit autosuffisant dans notre région. Fait que, si j'exclus par le fait même mes PME régionales, je viens affecter directement mon marché. Fait que ça, c'est, à mon sens, un désavantage certain. Puis autant, là, Alain, tu vas me dire que c'est aussi un avantage, puis je suis d'accord avec toi. La répartition coût-bénéfice peut être à la fois un avantage où on profite d'économies d'échelle. Pour certains membres, par contre, ça peut être un désavantage d'intégrer un regroupement d'achat, là. Soit que c'est un trop gros donneur d'ouvrage, puis que de venir mêler ses conditions contractuelles avec, ou ses points de livraison, ou toute la gestion de son contrat avec la gestion des contrats des autres, il fera pas rien gagner du tout parce qu'il est déjà au maximum de l'économie qu'il était capable de générer avec son contrat. Puis à l'inverse, pour les fournisseurs qui ont un très faible besoin dans l'appel d'offres, Alain disait une unité, ou des besoins qui sont très, très atypiques, puis là, on perd le bénéfice de l'économie d'échelle. Donc, je pense que dans certains cas, on peut au niveau économique, perdre à se joindre à des regroupements d'achat. Je suis d'accord avec toi. Il peut avoir des avantages économiques ou des désavantages économiques. Puis il y a des fournisseurs habituellement qui vont peut-être passer à travers un groupement d'achat à cause de la structure plus pesante, charger plus cher, contrairement à ce que tu faisais affaire directement avec toi. Mais dans la majorité des cas, si on faisait une analyse globale, là, je te dirais probablement que la majorité des cas, le regroupement d'achat est plus payant que d'être seul. Ça, je suis d'accord. Quand on fait l'approvisionnement en biens, bien, dans certains cas, ça peut être un grand désavantage, je veux dire, dans lequel, quand le contrat qu'on est en train de créer est beaucoup trop même massif pour ce que le marché est capable de prendre en une seule bouchée, là, on prend le regroupement d'achat puis on le met en poubelle, là, tu sais, quand tout le monde est desservi localement par des PME, puis que ça va servir absolument à rien dans ce cas-là de faire un regroupement d'achat si on crée un monstre. Ben, le regroupement d'achat peut devenir par lot, par régionalisé. Ouais. Donc, à partir de là, il peut y avoir un gagnant pour le dessert de Lac-Saint-Jean, un gagnant pour la Côte-Nord, au lieu d'avoir un gagnant pour le Québec au complet. Puis c'est le but justement que le gouvernement du Québec veut faire aussi. Il nous oblige à avoir des appels d'offres qui permettent de faire de la régionalisation puis de ce bord-là. Donc, il faut pas oublier. Global, c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais il y a des désavantages, tout comme des deux côtés. Faut que tu le regardes. Puis quand on intègre une flexibilité qui est intelligemment pensée, une gestion qui est adaptative selon les besoins régionaux, les besoins des membres, puis qu'en même temps est pas trop ouverte pour pas finir par baisser les économies d'échelle, effectivement, je pense que tu as raison, Alain, ça me donne un appel d'offres en regroupement d'achat qui va être utile et très utilisable par les membres. Mais que ce soit un gros regroupement ou un petit regroupement, je pense qu'on doit dire quand même, je crois que les regroupements d'achat sont positifs. Faut pas juste voir les mauvais côtés, là. Se regrouper pour faire des acquisitions, c'est positif. Il faut faire attention à la structure qu'on crée en dessous, mais c'est loin d'être négatif. Le regroupement est quand même très, très positif. J'aimerais vous mentionner que moi, j'ai été de l'autre côté de la médaille, j'ai travaillé pour des regroupements d'achat, puis un de mes irritants que j'avais, c'est que j'avais le plus gros volume de sel de déglaçage. Et quand je lançais mon appel d'offres, oui, il y avait des fournisseurs qui remportaient les appels d'offres, mais ceux qui ne remportaient rien, eux autres, ils avaient quand même un bateau qui s'en venait avec du sel.
il fallait qu'ils liquident leur sel. Donc, il y avait des petites municipalités qui venaient me voir pour dire, Patrick, moi, je paye le même prix que toi. Parce que lui, il a profité de la Ou je paye situation. moins cher. On peut payer moins cher. Donc, tu sais, puis là, je parle de municipalité, mais ça peut être aussi dans le réseau de la santé aussi. Là. J'ai vécu le même j'étais dans le privé, hein, puis j'ai vécu la même chose. On avait des quotas de papier. J'étais dans l'imprimerie, puis j'avais toujours quelqu'un qui arrivait sur la slide. Hey, j'ai trouvé un container, il est moins cher, je l'ai acheté. Puis là, tu disais, ouais, mais tu viens de déculoter le mois prochain, tu n'auras peut-être pas ces volumes-là, parce que le fournisseur qu'on a le quota garanti, il ne l'a pas eu, ce quota-là, il va le donner à quelqu'un d'autre. S'il le donne à quelqu'un d'autre, je n'aurai pas. Tu as des plus et des moins surtout, c'est sûr et certain. Mais en même temps, ça vient ramener, Patrick, le regroupement d'achat au seul bénéfice économique. Tu sais, là, tu dis, cette fois-là, la municipalité va coûter moins cher. Mais tu sais, tu t'occupais du regroupement d'achat de sel. Je me souviens, c'est pas 2020, 2021, rupture d'approvisionnement sur le marché québécois. Les seules villes qui avaient un approvisionnement en sel garantis puis qui n'ont pas connu cette rupture-là étaient les villes qui étaient sous contrat avec l'UMQ, qui étaient dans le regroupement d'achat. Cette année-là, on était très fiers d'avoir adhéré. Oui. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a autre chose, effectivement. Peut-être que cette journée-là, cette acquisition-là, tu vas avoir payé un petit peu plus cher. Mais moi, dans un achat aussi stratégique que le sel de déglaçage, la journée que j'ai pas de sel de déglaçage, c'est des voitures qui ont des accidents, c'est des autobus scolaires qui sont pas capables de prendre le chemin, c'est un service de transport, c'est nos pompiers qui peuvent pas se promener dans le chemin, tu sais, je veux dire, les implications en termes de sécurité sur le territoire sont vraiment importantes. C'est pas une acquisition qu'on veut sécuriser. Moi, je pense que les achats stratégiques comme ceux-là, les regroupements d'achats sont extrêmement pertinents dans le sens qu'il n'y a pas de risque financier majeur. C'est vrai que des fois, peut-être que contextuellement, il va arriver quelque chose et que on va payer un peu plus cher parce qu'il y en a un qui liquide son sel. Peut-être, mais j'ai sécurisé un approvisionnement pour ma municipalité. J'ai payé le juste prix au moment où j'ai fait ma transaction. Puis j'ai quand même bénéficié de l'économie d'échelle à quelque part. T'sais, si j'avais pas adhéré au regroupement ou si personne n'avait adhéré au regroupement, ben cette petite municipalité-là aurait pas eu accès à du sel de déclassage à coût de liquidation, puis on aurait tous payé plus cher sur le marché finalement. Et si tu l'aurais manqué, la journée que tu l'as manqué, tu l'as peut-être payé très, 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 très cher ton sel. Parce que quelqu'un qui t'attendait au bout de la rue en disant « T'en veux, j'en ai, mais tu vas payer pour, par exemple. » Exact. Fait que, tu sais, c'est de ramener l'idée de regroupement d'achat à quelque chose de plus grand que des économies d'échelle. Oui, c'est toujours pour ça, c'est toujours la raison numéro un, on fait de la gestion de fonds publics, mais au-delà de ça, moi, la sécurité des gens sur mon territoire, dans le cas du regroupement de sel de déglaçage, va justifier 100 fois l'adhésion qu'on va faire, même si parfois je vais payer un petit peu plus cher que la petite municipalité. Dernière question, panélistes. Les PME ont-elles leur place dans des regroupements d'achat? Puis on avait parlé de ça un peu il y a quelques épisodes, mais on revient là-dessus. Là. On a parlé un peu tantôt en parlant de l'eau, en parlant de régionalisation, puis en parlant de ce côté-là. Je pense que les regroupements d'achat ont l'obligation de s'assurer justement que les PME aient une place à l'intérieur. Tu peux pas nécessairement regarder juste avoir une seule compagnie. Puis parce que tu as une seule compagnie, la journée que tu es en backorder, tu es en bris de service, ben tu es en bris de service à la grandeur de la province. Donc, tu arrives à un certain temps que le regroupement, la distribution par régional avec des plus petites PME, souvent quand tu es une municipalité et tu as une petite PME dans ta ville, ben tu es son client numéro 1. Donc, tu vas avoir un service 22 étoiles, même pas un 5 étoiles, un 22 étoiles que tu vas avoir. Si tu es un gros établissement, puis qui te fait une grosse compagnie, ben ta municipalité, c'est peut-être pas important pour elle. T'sais, donc, il y a des avantages. Je pense qu'il y a un avantage assez de pousser justement la PME dans les regroupements d'achat en générant des lots. Il y a des techniques justement pour aller chercher des appels d'offres régionalisés, des appels d'offres en lot. Puis il faut, je pense, que le faire parce que l'économie québécoise, là, c'est pas la grosse compagnie qui est québécoise, en guillemets, qu'un propriétaire américain. L'économie québécoise, là, c'est les PME du Québec qui donnent les emplois, c'est les PME du Québec qui font vivre les impôts, qui font vivre le gouvernement du Québec.
Donc, parce que la grosse compagnie, souvent, ses taxes sont en Irlande, puis elle ne paye pas vraiment de taxes. Tu sais, des fois, c'est une très bonne solution, Alain, tu donnes de faire un appel d'offres, un regroupement qui est régionalisé. C'est une bonne façon de le faire. D'autres pourraient dire que bon, mais ça fait monter le prix parce que là, tu profites pas de la vraie économie d'échelle totale. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux accepter un coût légèrement plus élevé ou même parfois même beaucoup plus élevé pour préserver un tissu économique local qui est dynamique. C'est ça. Ça permet aux PME de tirer leur épingle du jeu. Puis c'est dans l'épisode sur la gestion des fournisseurs, Alain, que tout le monde était là puis qu'on parlait. Ouais. C'était l'exemple sur le déneigement où là, on l'avait divisé en lots parce que tu veux pas le donner à un seul, faire mourir tes autres compagnies. Puis après ça, tu te retrouves en fin de contrat à relancer un appel d'offres, mais il t'en reste juste un puisque tout le monde a cessé cette activité-là. C'est un peu le même principe avec les regroupements d'achat. Fait que toujours garder en tête, c'est qui mon marché? C'est qui mes joueurs? Moi, je suis qui dans leur carnet de commandes? Quel impact mon appel d'offres va avoir sur le marché ou sur la concurrence pendant son exécution? Puis qu'est-ce qui va rester comme résiduel après? Fait que je pense que quand on fait cette analyse-là, nécessairement, on n'a pas le choix de sortir une solution qui va venir les intégrer, les PME. Puis effectivement, un regroupement d'achat qui les prend en compte, qui divise en lots, qui divise par région, ou à la limite, puis je vous l'ai dit tantôt, il y a des villes sur la rive nord de Montréal qui le font, là. Ils se regroupent en 8-10 villes du secteur, puis ils ont accès au même marché, ces gens-là. Fait que c'est intéressant pour eux de se regrouper. Participent quand même au dynamisme local. Exemple, nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait des regroupements entre nous, ben on permet quand même aux PME de répondre. C'est important de s'assurer que notre volume et les conditions soient toujours intéressantes pour eux, par contre. Il y a peut-être des liens aussi à faire avec ces PME-là parce qu'ils ne sont pas tous bien structurés pour répondre à nos appels d'offres qui sont quand même assez rigides, assez lourds. Tu sais, il y a la nécessité d'avoir l'AMP assez rapidement là, quand on parle de regroupement d'achat. Donc, tu sais, il y a vraiment peut-être un lien avant d'aller en appel d'offres, avant, tu sais, quand on est à la phase d'explorer le marché, ben de tisser ces liens-là, puis de voir lesquels pourraient, autant au niveau, tu sais, eux qui aient connaissance de c'est quoi le SEAO, c'est quoi nos structures d'appel d'offres aussi, là. Je pense que c'est la Ville de Québec, dans une de nos rencontres, qui disait qu'elle avait un incubateur de petites compagnies, de fournisseurs qu'elle utilisait. C'est eux autres qui avaient un incubateur de petits fournisseurs, justement pour les préparer, comme Nancy dit, à soumissionner, à préparer, à donner des petits contrats, à s'habituer comment fonctionner. Il y avait un incubateur qui était une superbe idée, là, quand on peut le faire, on est assez gros qu'on peut le faire. Incroyable, effectivement, ce programme, c'est un programme de relève, là, effectivement, que Ville de Québec ont. Fait que quand ils ont des marchés qui sont plus saturés ou autres, là, ils viennent pointer directement des fournisseurs. Toi, ça t'intéresse-tu? Toi, ça t'intéresse-tu? Je vais te donner un contrat de gré à gré, on va te bâtir. Phénoménal, là, effectivement. Extraordinaire. Quand on parle d'innovation, là, c'est sûr et certain, c'est une innovation. Définitivement. Oui. Panélistes, ceci complète la première partie. N'oubliez pas de cliquer, mesdames et messieurs, le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'Apport Collectif sur Spotify, Apple Podcasts, Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible à mi-février. L'épisode 6 mettra en vedette Alain, Nancy et Maggie. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, continuons la discussion quant au regroupement d'achats et comment les rendre plus agiles et incontournables du point de vue d'un participant. Les regroupements pourraient-ils devenir des plateformes de services plutôt que de simples véhicules contractuels?
Ben, Patrick, je trouve ça intéressant quand même comme question parce que généralement, nos regroupements d'achats vont se limiter à négocier le contrat, conclure le contrat. Donc, vraiment, la fonction achat du processus d'approvisionnement. Si on rêve, ben, ces regroupements-là pourraient effectivement centraliser plusieurs services pour des organisations à besoins similaires. Fait qu'on parle on pourrait faire des analyses de marché, des veilles stratégiques, donner toute l'information qu'on partagerait aux membres, fournir les données sur les tendances, les prix, l'innovation. On pourrait-tu, je sais pas moi, partager des outils numériques, des catalogues électroniques, des suivis de livraison, vraiment avoir une plateforme intégrée sur l'entièreté du processus d'approvisionnement. On gérerait la formation, l'accompagnement, le support juridique, contractuel, puis tantôt, on en parlait, là, l'innovation collaborative. Donc, c'est vraiment étendre le regroupement d'achat, le prendre sur le volet achat seulement, puis venir l'étendre à tout notre processus, à tout le cycle de vie de notre processus d'acquisition. Fait que ça, moi, je pense que ce serait hyper intéressant. Il y a l'UMQ, par exemple, qui offre quand même certains de ces services-là, hein, qui donnent la formation, qui fait de l'accompagnement juridique en matière contractuelle, là, qui ont un support qui est hyper intéressant pour ça. T'as l'AMP dans certains cas qui fait certaines analyses de marché. Là, on a vu celle des souffleurs dernièrement. Fait qu'on a quand même certaines organisations qui se rendent compte qu'il y a un vide actuellement, puis qui essaient de pallier certains points. Mais est-ce que un jour on pourrait pas rêver puis avoir une plateforme générale avec tout ce partage d'informations-là au lieu que nous on refasse. C'est sûr que, exemple, une analyse de marché, c'est très contextuel à un endroit, à un moment, mais est-ce que ces données-là, on serait pas capable de les interpréter nous-mêmes, puis à tout le moins les partager? Bref, je pense que la question est bonne. Si on donne l'idée à quelqu'un de le faire, bien tant mieux. Je pense qu'une banque d'informations de ce type-là pourrait être gérée par le regroupement d'achat, c'est sûr et certain. Sinon, on va avoir des experts en études de marché qui permettraient justement de t'aider, soit te vendre des services, parce qu'ils pourraient te vendre des services, soit te vendre des services tout simplement, ou que ça fasse partie de la cotisation ou que quoi que ce soit. Là. L'idée est super bonne quand on parlait tantôt dans nos discussions qu'il y avait des petites municipalités, des petites qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas les groupes, qui n'avaient pas les capacités. Pourquoi ça ne serait pas l'Union des municipalités ou le regroupement d'achat ou le CAG qui pourrait vendre ce service-là en tant que tel? Là. Si tu veux vraiment acheter un bon produit et que tu n'es pas un spécialiste de système d'alarme, exemple, puis tu dois faire un appel d'offres des systèmes d'alarme, mais pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un, tu vas aller engager quelqu'un d'autre dans le privé. Donc, tant qu'engager quelqu'un d'autre dans le privé, pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un de spécialisé que tu pourrais engager à l'intérieur de l'organisme gouvernemental? Tu n'es pas tout seul à acheter un système d'alarme, peut-être, quand tu regardes toutes les constructions de bâtiments, etc. Là. Donc, je pense que l'idée que le CAG puisse partager des services pourrait être très, très... je dis CAG. Que le regroupement d'achat, parce que je viens du médical, donc c'est le CAG, mais qu'un regroupement d'achat puisse partager ces services-là à l'intérieur des organismes gouvernementaux, ça serait un gros plus, je crois. Ça supporterait aussi le concept l'anglicisme du one-stop shop aussi. Il y aurait... Patricia. D'accord? J'allais dire même... c'est en fin de processus, là, un suivi sur nos fournisseurs. Hein. On adopte nous-mêmes une évaluation de fournisseurs. Si elle est insatisfaisante, on le sort, elle s'applique juste pour nous. Mais on bénéficierait peut-être à partager certaines informations. Hein. Tu sais, moi, si je reçois ton information, Alain, puis je sais que tu as eu des problématiques avec tel fournisseur, dans tel secteur du contrat, ben peut-être que je vais pouvoir sans vouloir l'exclure, c'est pas du tout l'objectif, mais peut-être je vais pouvoir le prendre à la base, en amont, puis l'aider à progresser. Mais oui, tu sais, fait que il y a certainement une idée là, Patrick, qui serait intéressante de développer. Fait que au niveau du partage, c'est sûr qu'on aurait à gagner. Les délais majeurs de conclusion de contrat pour des grands regroupements peuvent compromettre la continuité des services à risque.
Les participants sont pris en otage lorsqu'il y a un bris pour l'achat de biens à besoins répétitifs. Que devrait faire le donneur d'ordre d'un regroupement afin d'éviter ces situations désagréables? On a déjà vécu ça. Et même récemment, il y a comme un gap entre le contrat du regroupement qui vient à échéance, mais le prochain, il commence pas tout de suite. Il y a comme un gap de quelques mois. Récemment, là, on vit ça présentement là, à McGill. Pourquoi ça arrive, ça? Dans certains appels d'offres, tu as ce comblement-là de gap entre l'adjudication du contrat et le nouveau contrat. Il existe des clauses que le CAG met maintenant dans des clauses de transition contractuelle qui permettent de le faire. Ça existe, tu peux le faire, ils le font. Donc, ça te permet de ce côté-là. Mais je pense que le plus difficile, c'est quand un contrat arrive à terme et pour 1 million de raisons quelconques, le CAG n'a pas publié, il n'a pas adjugé encore. Toi, tu arrives dans un no man's land qui n'a plus de contrat légal, puis que ton fournisseur de services, ton regroupement d'achat te dit ben, à partir du 1er mai, il n'y a plus de contrat. Ben, en attendant qu'on adjuge, tu es parti, tu es tout seul, tu es pris. Ça, dans ma tête, à moi, c'est un problème. Parce que quand moi, j'arrive dans cette situation-là, ben, il y a toutes sortes de méthodes pour faire des contrats passerelles, des prolongations de contrats. Tu ne devrais pas, un regroupement d'achat ne devrait pas laisser tomber ses clients et ses mandateurs en tant que tel, puis sans quoi que ce soit. C'est soit que tu commences tes projets beaucoup d'avance pour t'assurer justement que tu ne les laisses pas tomber, ou tu trouves une façon de faire un contrat de prolongation temporaire, comme il y a certains. Ils l'ont fait dans certains regroupements ou qui ont fait des contrats, des grilles à grille avec des fournisseurs pour dire, ben, on a un problème, on n'est pas rendu là, donc on va faire un grille à grille des fournisseurs pour te permettre d'avoir quand même un contrat. Puis ça, c'est correct. Mais laisser tomber tes clients sans rien ou que ton fournisseur, tu tombes sur un prix de liste au lieu de tomber sur Dans le médical, là, un prix de liste, c'est peut-être 20 fois plus cher qu'un produit que tu payes à contrat, là. Donc, je pense que ça doit être regardé, mais ou d'inclure en partant des périodes de transition supplémentaires que tu peux rajouter en cas que tu n'as pas le temps de négocier de ton nouveau contrat. Je trouve qu'on doit le regarder. Mais ça peut être catastrophique. Là. Ouais, Pourtant, tu peux puis te retrouver pas de stock du tout aussi. Hein. c'est la responsabilité, je pense, du mandataire. Là. Dès le moment où tu prends en charge un regroupement d'achat comme celui-là, ben, tu dois t'assurer de rencontrer les délais, sinon de mettre des méthodes alternatives en place au bénéfice de tes membres. Ça met, je pense que les éléments que vous venez de mentionner, ça met en perspective un des irritants que les participants nomment souvent, c'est comme l'espèce de manque de contrôle sur l'échéancier. Parce que dans l'échéancier, il y a plusieurs étapes, dont entre autres l'étape de mandater. Donc, je mentionnais l'enjeu de matcher les SKU qui est quand même assez longue. Puis quand la période est trop courte, ben, on dirait que ça nous échappe, là. Donc, ce manque de, comment je pourrais dire, de vraiment de réalisme que chaque étape, le temps que ça prend à chacune des étapes, ça, il faut que ça soit vraiment bien communiqué de part et d'autre, qu'il y ait cet ajustement-là là, de combien de temps ça prend, puis de ne pas négliger non plus, par exemple, l'opérationnalisation du contrat. Donc, quand on reçoit les contrats, les ententes à la toute dernière minute, ben, il y a peut-être des transitions de pratiques médicales qu'on doit mettre en place. Donc, c'est pas juste on remplace un produit par un autre, c'est de l'écoulement de stock, c'est de la formation auprès des utilisateurs. Donc, tu sais, faut vraiment que les deux parties soient bien arrimées sur chacune des étapes, puis le temps que ça prend, puis de respecter ces délais-là. Là. Parce qu'on ne leur rend pas la vie facile nécessairement. Alors, en tant que mandataire, là, souvent, le regroupement d'achat, on leur fait la vie dure. Puis c'est un peu notre faute aussi là, que ces délais sont coupés. C'est parce que j'ai pas le temps, prolonge. On a nos devoirs à faire aussi pour permettre justement donner stabilité au regroupement d'achat de faire leur ouvrage correctement.
Autant que nos clients à l'interne, quand ils partent en appel d'offres avec nous autres, on grince des dents souvent parce que les délais, on trouve que les délais, on n'a pas eu le temps, c'est en urgence, c'est en urgence. Bien, c'est la même chose. Si on fait la même chose à notre regroupement d'achat, bien, il va être dans la même position quand on fait nos appels d'offres, nous autres. On a une partie du blanc à prendre, là, je pense aussi, les mandataires de ce côté-là. Totalement vrai. Pour des regroupements qui ne sont pas sous décret et afin de maximiser l'adhésion des plus grandes municipalités ou organismes publics ayant des volumes importants, faudrait-il établir un système de frais de gestion réduit ou même nul en échange de leur volume qui contribuerait au regroupement d'achat? Est-ce que ce serait un concept à voir? Tu approches une grande municipalité ou un grand organisme public qui a des gros volumes, mais qui fait sa petite affaire tout seul et tu lui dis, regarde, embarque pour faire profiter ton petit frère, là. Et on va donner quelque chose en retour. Mais dans le concept logique, ça fonctionne, hein, parce qu'on augmente le pouvoir de négociation, on rend le regroupement plus attractif pour les fournisseurs, pour avoir des meilleurs prix, des meilleures conditions. Donc, plus le volume est élevé, plus les économies et les avantages pour tous les membres vont être élevés. Fait que ce serait logique de faire bénéficier d'un certain incitatif pour les grands participants. Mais Patricia, si le grand participant, il dit, OK, j'apporte mon volume, mais je vais payer plus cher parce que moi, tout seul, je suis capable d'avoir des meilleurs prix. Donc, tu m'impactes. Il va payer plus cher parce que il veut, en contrepartie de ça, que tu lui enlèves les frais de gestion. On jase. Ça pourrait être ça. Il y en a certains, Patrick, qui vont dire que c'est une responsabilité de ces organisations-là de se regrouper puis de participer à l'offre globale puis socialement de contribuer à l'économie du Québec. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Ça dépend toujours de la façon dont on le voit. Mais c'est sûr que si on décide de baisser leurs frais de gestion et de garder ceux des très, très petites municipalités, ben ça se pourrait que les membres eux-mêmes jugent que ce soit injuste. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un modèle alternatif qu'on pourrait utiliser, Patrick, qui est un principe de piggyback, là, de dire, ben, exemple, je donne un exemple qui est juste au niveau des quantités, là. Exemple, Ville de Montréal, ces quantités sont vraiment importantes dans le monde municipal. Ville de Montréal part en appel d'offres. Je sais pas, une organisation, puis là, je sais pas si ça se fait déjà, tu me le diras, une organisation comme l'UMQ vient se joindre à cet appel d'offres-là, dire, ben, veux-tu faire profiter des autres municipalités de ton appel d'offres? C'est tes conditions contractuelles, c'est toi qui vas piloter ton dossier comme à l'habituel. L'UMQ va coordonner toutes les quantités, la gestion de contrats de toutes les municipalités, puis ces gens-là vont embarquer dans l'appel d'offres de la façon la plus simple possible. Fait qu'eux vont payer des frais de gestion, mais à la base, c'est l'appel d'offres de la Ville de Montréal. Eux en payent pas parce que c'est le leur, puis nous, on bénéficie de ça. Puis à la limite, Ville de Montréal pourrait se faire dédommager par ces frais de gestion-là. Je ne sais pas s'il y a un modèle comme ça qui existe, mais peut-être que ça pourrait être intéressant. Puis là, il n'y aurait pas ce véhicule injuste-là, je pense, du fait que les villes décident d'embarquer dans le processus de la Ville de Montréal. C'est pas un regroupement de l'UMQ où là, tout le monde se joint avec des conditions préférentielles pour certaines personnes puis pas pour d'autres. Fait que peut-être qu'il y aurait ça qui pourrait être... faut être créatif. Mais il n'y a pas un danger. Je ne trouvais pas qu'il y a un danger d'avoir un gros appel d'offres. Quelque part, vous avez peut-être le même fournisseur tous les deux, donc s'ils tombent dans le trouble, là, vous tombez toutes. Vous ne partagez plus la tarte nulle part d'une façon équivalente. Montréal va avoir 50% de la business, l'UMQ va avoir 50% de la business. Vous avez deux fournisseurs. Il y a peut-être un avantage, des fois, à ne pas se regrouper, là, dépendant de ce que vous voulez faire. Tu as raison. Puis de là vient l'analyse de marché à la base. Tu sais, dans mon cas de transformateur, quand même bien qu'on serait l'entièreté du Canada à acheter des transformateurs à un appel d'offres. C'est des actions qui se font sur le marché mondial. Tu sais, fait que c'est des transitions qui se font mondialement, fait que ça l'impacterait pas.
Alors que quand on parle de d'autres acquisitions, ben là, effectivement, là, de regrouper tout au complet. Mais celle de déglaçage, c'est souvent des fournisseurs internationaux qui livrent dans nos ports. Il faudrait toujours voir c'est quoi qu'on achète, c'est quoi la valeur, qu'est-ce qu'on va chercher. Mais ton Parce que point Nimet est tout à fait a valide. baissé les prix. C'est pas parce que tu augmentes ton volume du double que tu vas baisser tes prix de moitié. Tu n'auras peut-être pas de baisse de prix parce que je vais Fait qu'il y dire a un prix plancher qui ne peut pas aller plus bas que ça. Là. Si tu as 800 tonnes d'un produit, puis Montréal a 800 tonnes d'un produit, puis vous autres, alors, vous allez avoir à 500 tonnes, vous n'aurez pas la moitié du prix. Là. Vous allez potentiellement avoir le même prix, 800 tonnes. Là. Peut-être un petit peu moins cher de ce côté-là, parce qu'il y a peut-être un fournisseur que tu vas partager, puis il a perdu Montréal, mais il va vouloir vous gagner vous. Donc, il va peut-être vouloir vous... c'est pas de ne pas avoir de regroupement en tant que tel, c'est pas nécessairement d'avoir un regroupement, je pense qu'il faut regarder. T'as raison, effectivement. On l'a dit tantôt, des fois, plus t'es un gros donneur d'ouvrage, puis l'inverse va être vrai, baisse de concurrence, augmentation des prix. Fait que peut-être effectivement qu'on va faire la solution inverse. Moi, je parle dans un regroupement, disons que notre analyse de marché dit que c'est favorable de se regrouper, qu'on vient pas tuer la concurrence, puis effectivement, je parle juste de c'est un gros, comment on peut intégrer ce gros-là à notre acquisition. Moi, quand même bien qu'on serait toutes les moyennes villes du Québec à se regrouper puis à se joindre à l'appel d'offres de Ville de Montréal, la seule chose que ça va faire, c'est qu'on va bénéficier de son coût à lui qu'il a déjà. Mm-hmm. On l'impactera pas en diminution, mais nous, on pourrait bénéficier de ces tarifs qui sont diminués, par exemple. Mais effectivement, je pense que là, Ville de Montréal, en faisant ça, ce serait davantage son implication sociale, je pense, plus qu'un bénéfice réel qu'il aurait. Effectivement. Puis dans le réseau de la santé, Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu comme ça qui pourrait être fait ou? En fait, spontanément, je vois, dernièrement, je dis dernièrement, dans les 2 dernières années, je crois que spontanément, les GBM, Génie biomédical, se sont regroupés pour partager justement certains dossiers d'appel d'offres. Donc, de façon spontanée, il y en a un établissement qui sera responsable de mener l'appel d'offres pour les autres. Donc, je pense que ça se fait plus à titre volontaire et spontané. Puis je pense que c'est ça qui fonctionne peut-être le mieux parce qu'à partir du moment que c'est volontaire puis que c'est bien organisé aussi, là. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu qui fonctionnait le mieux, là. Puis aussi par région. Donc, certains secteurs spontanément se mettent ensemble pour certains dossiers pour réaliser l'appel d'offres. Je pense qu'à partir du moment que on rentre en contact puis on est tous d'accord à participer, c'est plus simple. Mesdames et messieurs, les regroupements d'achats ne sont plus seulement un outil d'économie, mais un levier stratégique incontournable. Pour atteindre un niveau supérieur, ils doivent évoluer vers plus de collaboration, d'agilité et d'innovation. En repensant leurs pratiques et en plaçant les besoins des participants au cœur des décisions, les regroupements d'achats peuvent non seulement générer des économies, mais aussi devenir de véritables leviers de performance, de valeur et de transformation pour l'ensemble des organisations qui y prennent part. Panélistes, l'épisode 5 tire à sa fin et encore une fois, des échanges de qualité et contenu pertinent pour tous ceux et celles impliqués en approvisionnement public. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Vous avez ajouté une belle dose de réflexion éclairante. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de ce balado. Patricia, Nancy et Alain, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain avec Nancy, Maggie et Alain où nous parlerons de logistique, secteur méconnu des acheteurs mais effet de levier puissant à l'atteinte de la rentabilité. Encore une fois, merci et à bientôt!